Et tu m'as dit, alors, je vous préviens, moi, je tutoie et je fais la bise. C'est vrai. Donc je suis judoka également. Ça aide au Sénat? Ben, je pense que ça aide. Non, les sénateurs ne sont pas tous des vieux monsieur qui dorment sur les bancs du Sénat. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au territoire. Justement, on parle toujours en France du couple franco-allemand. Est-ce qu'il ne faudrait pas un couple franco-belge, un couple franco-luxembourgeois, un peu plus cocorico pour regarder ce qu'on sait faire? Nous, notre pari, c'est le Luxembourg, en fait. On échange des idées, mais il n'y a pas d'affrontement violent. Et faire de la politique comme ça, c'est vraiment très bien et c'est comme ça que ça devrait se faire. Et vous savez que si vous voyez Véro au bar du coin à Villerupt, c'est Véro et pas Véronique. Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui Frontalier Grand Est vous propose son 3e épisode de la série Entre nous, dans un lieu magnifique, le Sénat. Alors pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce que j'ai le plaisir de recevoir une des premières élues de chez Frontalier Grand Est avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici. C'est vraiment un très grand honneur pour le petit Julien que je suis, qui a démarré chez Frontalier Grand Est il y a 9 ans et d'être reçu ici par toi. Donc merci beaucoup. Alors moi j'ai un petit mot, vraiment un bienvenue dans cette... alors bienvenue à toi Julien, mais bienvenue également à tous ceux qui vont peut-être être immergés pendant une petite heure dans cette belle maison, et belle, accueillante et importante maison qu'est le Sénat, chargé de toute son histoire. Donc bienvenue, moi je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup. Donc je le rappelle, ce produit est possible grâce au soutien financier de la région Grand Est, donc qui aide Frontalier Grand Est depuis maintenant 30 ans, mais surtout grâce à la Commission européenne, dans la mesure où on a nos actions qui sont financées dans le cadre de notre programme EURES Grande Région. Donc un grand merci à l'Europe et à la région Grand Est. Et donc je vais ouvrir, Véronique, donc sénatrice, élue de la région Grand Est, mais j'ai envie plutôt de laisser te présenter. Déjà, pourquoi je te tutoie? Parce que alors, la première fois que je t'ai rencontré, c'était en décembre 2016 chez Frontalier Grand Est, et tu m'as dit, alors je vous préviens, moi je tutoie et je fais la bise. Donc est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, ton parcours, qui tu es, et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à la région, au Sénat? Véronique Guillotin déjà. Moi, je suis native et je vis en Meurthe-et-Moselle, donc dans la région Grand Est, en Meurthe-et-Moselle, et sur un territoire très particulier qui est le PIO, à quelques kilomètres du Luxembourg et de la Belgique. Je suis médecin de profession. J'ai exercé plus de 25 ans en exercice libéral à Villerupt, dans mon cabinet médical qui est au rez-de-chaussée de ma maison. Donc, je n'ai pas beaucoup bougé de Villerupt, en fait. J'étais présidente d'une association sportive du Judo Trois Frontières. Voilà, il porte son nom, qui a un club de judo local, auquel j'appartiens toujours d'ailleurs. Donc, je suis judoka également. Ça aide au Sénat? Ben, je pense que ça aide dans la vie. Donc, je fais un autre appel. C'est vraiment un sport magnifique pour les enfants. Donc, n'hésitez pas. Les 2 piliers de ma vie étaient le sport et la médecine. Et c'est toujours resté, en fait, dans mon cœur, 2 lignes importantes. La politique est venue bien plus tardivement par des rencontres, mais pas du tout à la base par une appétence particulière. Donc, effectivement, j'ai été élue à la région. Vice-présidente à la santé d'abord, pour garder ce cœur de métier qui me tient vraiment à cœur. Et puis ensuite, encore une nouvelle rencontre, et j'ai été élue au Sénat en 2017. Voilà. J'ai mes notes. J'ai été renouvelée en 2023. Avec le plus grand bonheur, avec la confiance effectivement des électeurs. Et puis j'exerce donc ces 2 missions à la région Grand Est, toujours dans la santé, et puis effectivement au Sénat, encore dans la santé, puisque je suis vice-présidente de la Commission des affaires sociales au Sénat. Et donc ancienne administratrice de Frontalier Grand Est. Oui. Et du coup, ça va être ma première question. Le frontalier, est-ce que tu es tombée dedans quand tu étais petite? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est Villerupt? Est-ce que c'est finalement la vie qui a fait son chemin par rapport aux études, à la vie professionnelle? Alors, petite, non, je pense qu'on n'avait pas, enfin moi en tout cas plus jeune, j'avais pas cette... on n'avait pas l'habitude en fait ni de travailler au Luxembourg. Enfin moi en tout cas j'ai jamais été. J'ai posé ma plaque à Villerupt. J'ai été thésée en 89
Je me suis installée en 92 et c'était pour moi c'était évident d'aller accrocher ma plaque sur mon domicile à Villerue. Jamais j'ai imaginé partir au Luxembourg. Et je pense que c'était à cette époque pas spécialement ancré. Le frontalier, je l'ai découvert au fur et à mesure où il prenait de l'ampleur. Je l'ai découvert au fur et à mesure de mes missions au Sénat et à la région. Et puis, la vie quotidienne fait qu'aujourd'hui, ça a pris une dimension qui n'était pas celle des années 80, quoi. Surtout sur le territoire. Donc, et sur un territoire où 80% des actifs environ sont des travailleurs frontaliers. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, le fait frontalier est un fait important. Et puis, on n'a plus la frontière physique. Donc, ça aussi fait que voilà, les allers-retours se font plus facilement. Et on sent aujourd'hui que ce territoire, c'est un territoire, moi je le dis, fondu, mêlé entre des règles franco-françaises, un territoire de vie où les gens habitent, souvent en France, vont travailler au Luxembourg, certains font leurs courses au Luxembourg ou en France, vont se soigner au Luxembourg ou en France. On sent aujourd'hui qu'il y a un territoire qui est fondu et mêlé, qui devrait l'être un peu plus. Mais en tout cas, le fait frontalier prend de plus en plus d'importance. Et dans chacun de nos dispositifs, dans chacune de nos décisions, dans chacun de nos textes de loi, on essaye effectivement, on se dit, et nous, sur notre territoire, comment cette règle-là, cette loi-là va nous impacter. Justement, c'est l'objectif aussi de notre rencontre aujourd'hui. On va essayer de parler de choses un peu positives, parce que c'est vrai que le monde actuel a beaucoup changé. Et j'avais envie de venir ici, alors, déjà parce qu'on se connaît, on a travaillé ensemble sur des choses concrètes vis-à-vis du travail frontalier sur le territoire lorrain. Mais pour moi, ce qui était important, en fait, c'est d'expliquer le départ, quel est le rôle du sénateur. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu obscur pour les gens qui ne sont pas proches de Paris. Et surtout, en fait, la plus-value d'avoir une élue locale de terrain qui est concernée par des problématiques frontalières à la région et qui va venir ici. Donc, finalement, déjà, première question, c'est quoi un sénateur? Alors, sur les deux questions, j'ai combien de temps? On va pas faire un cours magistral comme j'ai eu à la fac en première année. Mais l'objectif, c'est vraiment... Mais déjà, je vais casser quand même une image. Non, les sénateurs ne sont pas tous des vieux monsieur qui dorment sur les bancs du Sénat. Voilà, déjà. Donc, c'est une institution qui s'est bien rajeunie, avec de la parité, des jeunes femmes qui sont ici présentes. Et effectivement, c'est une maison où ça travaille beaucoup. Ça, moi, je tiens toujours à le dire, parce que l'image du Sénat, avec ce train de sénateurs, reste toujours un petit peu ancré dans les esprits. Et moi, j'invite ceux qui en doutent de me suivre sur une journée. Le train de sénateurs, il est quand même, aujourd'hui, il est plus sur un mode TGV que le train qu'on peut imaginer. Avec un accueil exceptionnel en plus, je tiens à le souligner. Et avec un accueil très chaleureux. Je dis, c'est une maison où on est super bien accueillis, effectivement. Et bienveillante. Le monde politique, c'est quand même un mot qui doit être réintroduit. Je pense que c'est important de le dire. Alors, le Sénat, on est sénateur, on est élu, bien évidemment. C'est la deuxième chambre, donc c'est ce qu'on appelle la chambre haute. On a l'Assemblée nationale, les gens élisent leurs députés, les citoyens élisent leurs députés. Et on a le Sénat avec les sénateurs qui sont élus, eux, par les grands électeurs. C'est-à-dire que c'est une forme d'élection où ce sont les maires, les conseillers municipaux, les adjoints, en fonction de la taille de la commune, qui élisent leurs sénateurs. Et nous sommes, de fait, les représentants plutôt des collectivités, mais pas que, puisque chaque texte qui est examiné à l'Assemblée nationale est examiné au Sénat. Nous n'examinons pas que les textes des collectivités, on examine tous les textes. On va travailler sur la fin de vie, là, très prochainement. C'est un texte qui va être examiné par l'Assemblée nationale, qui va revenir au Sénat. Ensuite, il y a des commissions mixtes paritaires avec autant de sénateurs que de députés. Et la loi, elle se complète, elle se forme. Donc un texte qui a évoluer sur les deux chambres peut être complètement différent d'un texte de départ, en fait, parce que chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, de concession, puis ensuite il y a le vote. Donc on vote les lois. 2, on interroge, ou en tout cas on contrôle le gouvernement comme l'Assemblée nationale. Alors on a plusieurs façons de contrôler le gouvernement. Et on y reviendra peut-être sur les questions des frontaliers. Tout à fait. Donc on a des manières très simples, on écrit au gouvernement. On peut également, on a des séances de questions orales où on est dans l'hémicycle juste à côté d'ici, où on va poser notre question au ministre et le ministre nous répond. Ça, les personnes qui regardent cette émission, effectivement, peuvent voir sur les pages Facebook, par exemple, des élus, le fait qu'on interroge. Et on peut les interroger également dans ces grandes séances de questions au gouvernement, où c'est beaucoup plus solennel. On a aussi des questions écrites, donc on peut nous solliciter,
Il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des mails en disant « moi j'ai une question là-dessus » et on peut interroger effectivement le gouvernement sur des questions particulières. Oui, donc on est bien d'accord, le sénateur, ce n'est pas la chambre forte inaccessible, c'est finalement comme un député qu'on peut saisir dès qu'on a une problématique qui nous concerne sur un territoire donné, on peut se rapprocher de son sénateur Exactement. Aussi. Exactement. Et alors, moi, j'ai l'impression que, oui, ça, il n'y a pas que les collectivités, en fait, qui nous interpellent. On a plein de dossiers de citoyens sur leurs problématiques ou sur des problématiques générales, quoi. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à interpeller un sénateur sur un problème. Donc, on a ce contrôle du gouvernement. Et puis, ce qui est très, je trouve, intéressant et qui va un peu dans la profondeur des dossiers, c'est qu'on a la possibilité de mener des missions. Moi, j'en ai eu quelques-unes sur des gros dossiers comme la périnatalité, par exemple. Là, il y a des missions sur le rôle des collectivités, enfin voilà, on a plein de missions que l'on peut mener, où on a des administrateurs qui sont là en soutien, des excellents administrateurs, et où on rend des travaux qui sont utiles, qui peuvent être utiles au gouvernement, et dont on appelle toujours le gouvernement à se saisir, parce qu'il y a des propositions, et c'est toujours un travail, et je crois que c'est aussi important de le dire aujourd'hui, c'est toujours un travail transpartisan. C'est-à-dire que quand on mène une mission ou un rapport, on a toujours une pluralité en fait, d'opinions politiques qui doivent travailler pour aboutir à un rapport qui, à la fin, est voté. En général, il est voté à l'unanimité. Donc voilà, on sait travailler vraiment dans le consensus et en dépassant un peu les clivages. Et concrètement, quand on est de Villerue, qu'on est concerné par un territoire frontalier, comment on arrive à parler ou même à porter l'idée de ce que c'est qu'un frontalier au Sénat ? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le fait en plus d'être une élue de terrain, d'être à la région Grand Est, ça aide, ça porte, ou c'est quand même un combat du quotidien? C'est pas évident, mais un combat, non, je crois pas que c'est un combat. En fait, c'est comme une petite lumière qu'on a dans la tête, et puis à chaque fois qu'il y a un sujet, mais c'est normal quand on est sur un territoire et qu'on y tient et qu'on l'aime, en fait, on se dit bah ouais, mais chez nous, c'est comment? Et chez nous, ça va pas. Et en fait, on prend après, on a le droit, enfin, on prend la parole, quoi. En fait, c'est quand même un espace démocratique, le Sénat. Donc, sur un texte de loi, on va tenter de mettre des amendements pour pointer la particularité, par exemple, d'un territoire frontalier. On va poser une question assez claire à chaque fois qu'il y a un sujet local. Ben, on est là pour ça, en fait. Hein. On porte la voix du territoire. En fait, c'est clairement notre rôle. Donc, et notre territoire étant éminemment frontalier, bien sûr qu'on porte la voix du territoire. Et peut-être quelquefois, nous ne sommes pas le seul territoire frontalier de France. Bien entendu. Voilà. Donc, mais par contre, on ressemble peut-être un peu plus au franco-suisse sur le différentiel, par exemple, de salaire que le franco-espagnol ou le franco-italien. Et du coup, on arrive avec nos collègues d'autres départements frontaliers qui ont la même problématique particulière de s'associer et d'être un peu plus nombreux à porter cette voix-là. Ce qui fait qu'on arrive effectivement à faire émerger des sujets frontaliers. Mais ça reste quand même finalement un sujet de niche par rapport, on va dire, à la masse de textes que vous pouvez quand même voir. Est-ce que c'est un peu plus dur de le porter quand même par rapport à un sujet lambda, ou ça va peut-être aussi dépendre des discussions qu'avec les autres États, j'imagine, là où il y a une coopération assez forte avec le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne? Sur la globalité des textes, oui, dans chaque texte, il n'y a pas un fait frontalier, quoique on pourrait se dire, à la fin de vie, bah ouais, mais nous, on est à la Belgique. La Belgique, tout à fait, oui. Et le Luxembourg. Oui. D'ailleurs, on parle toujours de la Belgique, mais le Luxembourg aussi n'a pas la même législation, et puis on peut circuler. Donc oui, en fait, c'est très souvent, ça a moins d'impact sur certains textes que d'autres, mais par contre, on arrive à isoler ce fait frontalier. Alors, on a une conférence intergouvernementale, oui, quand même, qui est une organisation bien structurée, et qui permet effectivement à nous, parlementaires, d'être présents autour de cette conférence intergouvernementale, d'avoir les ministres sur des webinaires ou en présentiel. Et puis, il y a un autre moyen qui est super efficace. Quand on est assis, par exemple, aux questions au gouvernement, on a ce qu'on appelle le banc des ministres. On est juste derrière. Alors, je ne dis pas qu'on leur tape sur l'épaule, mais pas loin. On écrit si on a des petits mots, on écrit des petits mots. On envoie au ministre, le ministre passe au cabinet. On a le petit mot d'une heure après en disant bah oui, je vous rencontre, ou on se verra, ou je vous rappelle. Et c'est ça aussi, en fait, c'est de cette manière-là qu'on peut faire avancer les dossiers. En fait, cette proximité, d'avoir le contact, on est sur le même lieu, quoi, bien sûr. Ouais. Et alors, je vais peut-être lancer un sujet un peu tabou, mais au final,
On l'a vu un peu sur le franco-allemand avec la question de l'apprentissage transfrontalier, où la compétence à un moment est repartie au niveau de l'État. La région a quand même une compétence transfrontalière qui est assez importante, notamment au niveau du transport. Est-ce que finalement, il y a peut-être besoin d'un peu plus de décentralisation au niveau de la compétence transfrontalière, parce que finalement, quand on prend la grande région, donc je rappelle l'espace de coopération dont dépend Frontalier Grand Est avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la France, bien entendu, c'est 250 000 personnes qui passent des frontières dans tous les sens pour vivre, travailler, consommer, se soigner. Est-ce que une partie de la réponse serait peut-être pas de dire on crée une sorte de laboratoire européen ou un laboratoire au niveau de ce territoire pour faciliter encore plus la question du traitement législatif de ces problématiques? Moi, je suis une convaincue de la décentralisation. Donc j'ai dans ma sensibilité politique, cet ADN est éminemment présent. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au territoire. Il faut par contre un État qui donne, c'est un État stratège dont on a besoin, qui donne des grandes lignes, et ensuite il faut laisser les territoires s'organiser. Pour ça, il faut qu'ils aient les compétences, certes, il faut aussi qu'ils en aient les moyens, il faut que les moyens soient aussi transférés. Et je crois que oui, qui mieux que les élus, qui mieux que les professionnels connaissent leur bassin de vie, en connaissent les besoins. Alors, cette conférence intergouvernementale, elle est par certains décriée, par certains saluée. Moi, je pense que la vérité est toujours un petit peu au milieu, c'est-à-dire qu'il a vraiment le mérite d'exister. Elle permet aux élus locaux, quand même, de travailler dans des groupes particuliers. Moi, j'étais dans le groupe santé, par exemple. Il y a le groupe mobilité, il y a le groupe déchets, parce qu'on a aussi cette problématique des déchets de part et d'autre de la frontière. Enfin, aménagement du territoire. Enfin, il y a plusieurs groupes dans lesquels les élus locaux s'intègrent. Et ensuite, c'est un peu collecté. On a le préfet qui pilote et émerge, et le ministre qui à la fin tranche un peu, qui émerge. Et après, il y a un accord franco-luxembourgeois sur des sujets qui sont partagés et acceptés des deux côtés. Alors, le processus est long, parce qu'une fois qu'on a fait, nous, notre laboratoire d'idées, en franco-français, qu'on a décidé ce qui était bon pour nous, mais il faut le faire entendre à nos voisins luxembourgeois en sachant qu'il y a toujours un petit peu une présentation de gagnant-gagnant. Donc tout ça prend du temps. Entre toutes les idées qu'on a et ce qui émerge à la fin, on peut avoir un sentiment un petit peu de frustration parce que c'est jamais des grands pas de géant, mais on est plutôt... On n'est pas sur le schéma révolution, mais sur le schéma évolution à petits pas. Donc il y a un petit côté frustration. Mais en tout cas, on ne peut pas faire sans nos voisins. Enfin, je veux dire, il faut aussi se dire que c'est une discussion bilatérale. C'est une discussion bilatérale, il faut un accord. Et une fois que l'accord est scellé, on l'a vu sur la mobilité quand même. La mobilité, il y a eu quand même pas mal d'avancées. Il y a eu de l'argent qui a été déversé côté français et côté luxembourgeois à parité, qui a permis d'allonger les voies, d'augmenter les cadences, de faire des park and ride à Longwy d'ailleurs. Cofinancé par l'Europe. Enfin, voilà, il y a quand même des choses, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas. Est-ce que ça bouge suffisamment vite pour les besoins réels et quotidiens de nos concitoyens? Oui, effectivement, on peut dire que non. Bon, de toute façon, ça n'ira jamais assez vite. Ça n'ira jamais assez vite, au rythme d'ailleurs de l'augmentation du travail frontalier. Oui, ça n'ira jamais assez vite. Je prends toujours cet exemple. Moi, quand j'étais travailleur frontalier au Luxembourg en 2013, c'était à peu près 80 000 personnes. Aujourd'hui, on parle de plus de 120 000 frontaliers au Luxembourg, auxquels on additionne à peu près encore 10 000 côté belge. C'est presque 150 000 frontaliers rien que pour le territoire lorrain. Ce qui fait qu'il y a forcément beaucoup de problématiques, santé, travail. Alors, je vais aller rapidement sur un sujet d'actualité qui concerne la fiscalité, alors sur deux pays. Le premier, donc, ça concerne la convention franco-luxembourgeoise pour les travailleurs frontaliers. Donc, il y a un nouveau changement déclaratif pour les usagers. Avant, on était sur le taux effectif où on reportait donc l'impôt luxembourgeois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On passe sur le crédit d'impôt où la France octroie donc un impôt qui aurait été équivalent à ce qu'on aurait payé en France en termes de charges fiscales. Ma question, elle est simple. On voit au niveau de nos usagers, cette année, avec cette nouvelle méthode de déclaration, qu'il y a une augmentation de la charge fiscale pour les personnes qui ont donc des revenus mixtes. Retraite française, salaire en France, chômage, etc. Loyer, tout à fait. Et surtout qu'au final, le delta d'impôt, on ne s'en rend pas compte, mais l'impôt français en fait est très attractif. C'est-à-dire que la charge fiscale française, elle est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est au Luxembourg et encore plus en Belgique. Ma question est, on a parlé d'études d'impact. Au final, est-ce que ce n'est pas le temps d'en faire une aujourd'hui concrètement pour les citoyens? Parce que c'est maintenant que les avis tombent, c'est maintenant que la réalité chiffrée est là.
Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas sauter sur l'occasion de l'application de la Convention et pour peut-être après avoir une discussion globale sur qu'est-ce qu'on veut de la fiscalité franco-luxembourgeoise sur le télétravail ou autre? Ouais, je pense que c'est un sujet qui n'est largement pas terminé. Alors ça fait quelques années que cette convention est décalée, qu'elle n'a pas été effective, elle l'est aujourd'hui. On l'a rappelé, enfin moi à titre personnel, mais pas que moi, sincèrement, je crois que toutes tendances confondues, tous les élus du territoire se sont quand même mouillés le maillot pour dire, voilà, faites attention à l'étude d'impact, la convention est globale, mais on a un niche là pour les travailleurs frontaliers, et on demande une étude d'impact qui ne nous a jamais été fournie. Bon, la décision a été prise, on a réinterrogé le gouvernement à ce moment-là, qui nous a dit, bon, écoutez, maintenant c'est fait, de toute façon à un moment donné, il faut bien que ça se fasse, etc. Moi, j'ai encore continué à demander cette étude d'impact. Alors déjà, on a des retours de travailleurs frontaliers. Pour certains, l'augmentation est minime. Pour d'autres, elle est très conséquente. De plusieurs milliers d'euros pour certains. Exactement. Alors il y a effectivement cette annonce financière là, qui est quand même compliquée. Mais derrière ça, la deuxième interrogation, je crois qu'on n'a pas assez vu venir, c'est que certains ménages se posent la question, avec l'augmentation des impôts, est-ce que j'ai encore intérêt à avoir mon travail, par exemple si c'est un travail à temps partiel en France. Et ça, j'ai eu plusieurs fois le retour. Et moi, je trouve que c'est inquiétant parce qu'on a des emplois du quotidien côté français. Ça peut être une jeune femme qui travaille en PMI, ça peut être une ATSEM, ça peut être des gens dont on a réellement besoin, qui sont aux côtés de nos personnes les plus fragiles et qui aujourd'hui, qui n'ont déjà pas les plus gros salaires et qui aujourd'hui se disent, me lever, faire ce travail-là, qui est quand même compliqué, pour me voir augmenter mon imposition de ce niveau-là, moi, je commence à réfléchir, soit à arrêter, soit à partir de l'autre côté. Puis on entend aussi des discours aussi inverses, de revenir. Donc, moi, je pense que l'étude d'impact aujourd'hui, à la fois pour le volet financier, mais aussi pour le volet de l'employabilité, pour moi, elle est majeure et je l'ai réclamée lors de la dernière réunion de la conférence intergouvernementale. Je ne l'ai pas à ce jour, mais on va la relancer parce que je pense que c'est nécessaire. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, avoir une analyse globale sur la situation du frontalier plutôt que réagir, on va dire, à chaud uniquement sur ce sujet? Parce que donc, je rappelle que le crédit d'impôt, la méthode qui est appliquée aux frontaliers luxembourgeois est appliquée aux autres frontaliers. Donc si je me place d'un point de vue strictement fiscal, j'ai envie de dire national, finalement, on met les usagers à égalité. On les met aussi à égalité vis-à-vis des résidents français qui sont imposés directement sur leur impôt définitif. Mais au final, est-ce qu'on ne devrait pas se poser, regarder finalement le territoire, dire voilà, on a quand même, je prends le télétravail, 55% de la main-d'œuvre au Luxembourg qui peut télétravailler, que si on veut continuer à être un territoire attractif, il faut parler crédit d'impôt, il faut parler télétravail, peut-être fiscalité dans la fonction publique, ce genre de choses. Donc est-ce que finalement il ne faut pas se poser et voir le sujet de manière globale? C'est un peu le rôle de ce qu'on appelle de nos voeux. Alors nous, on parlait éventuellement, certains demandent un délégué interministériel, d'autres demandent un comité interministériel. Quand je disais que le franco-luxembourgeois n'est pas le seul, c'est ça aussi la difficulté. Ce que l'on vit en franco-luxembourgeois, c'est pas le seul volet transfrontalier dans notre pays, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y aurait besoin d'avoir autour de la table, un comité interministériel dédié aux frontaliers. Et il aurait un deuxième intérêt, c'est quand on va débattre d'un sujet avec nos voisins luxembourgeois, c'est qu'on le fasse non pas, alors une fois un élu communal, une fois une intercommunalité, une fois un président de département, une fois un président de région, une fois un préfet qui va ouvrir un dialogue avec un ministre. Je crois que le Luxembourg attend aussi, et on serait beaucoup plus à la fois efficace, je crois, si on avait un ministre qui parlait à un homologue luxembourgeois. Et je crois que ça aussi, c'est quand même... on n'est pas suffisamment fort, à mon avis, dans ce domaine-là. Et tu l'as dit tout à l'heure, enfin voilà, on est à Paris, on est dans un pays centralisé, et de fait, c'est peut-être plus compliqué, voilà. Mais je pense que ça, c'est nécessaire. Il faut absolument qu'il y ait qu'il y ait des ministres chargés du frontalier, ou
ou alors par compétence, c'est-à-dire que le ministre de la Santé aille parler au ministre de la Santé luxembourgeoise. Enfin, voilà, il faudrait qu'on s'organise, mais effectivement, il faut parler d'État à État aujourd'hui et de manière globale, oui. Parce que concrètement, en plus, je pourrais faire une liste, on va dire, de desiderata des frontaliers, ce qui fait que c'est tout à fait pertinent. Parce que là, j'ai parlé du franco-luxembourgeois, mais aussi le franco-belge, où on a beaucoup d'inquiétudes aussi pour la fiscalité. Donc là, on parle d'un changement pour les personnes qui sont dans le secteur public, qui sont imposables actuellement en France et qui passeraient à imposition en Belgique. Concrètement, le fait que les frontaliers, dans le secteur hospitalier notamment, aillent en Belgique, c'est justement par le fait qu'il y ait cette imposition en France. Le fait que ça passe à impôt en Belgique, on a beaucoup d'inquiétudes de gens qui se disent je vais peut-être pas rester. Donc peut-être qu'ils vont partir au Luxembourg ou qu'ils vont revenir en France. Donc pareil, est-ce que c'est un sujet qu'il faut anticiper par rapport au territoire, sachant qu'il y a quand même les OAST donc sur le franco-belge, où les gens vont soigner de part et d'autre des frontières. Donc, une nouvelle fois, est-ce que cette idée aussi qu'on a évoquée sur le franco-luxembourgeois devrait être aussi pertinente sur le franco-belge? Mais le franco-belge, on a été très très sollicité depuis assez longtemps sur cette évolution de fiscalité. Donc il y a par des infirmières notamment qui sont venues taper à la porte en disant oui, on voit que vous vous occupez du franco-luxembourgeois, mais nous, on a un sujet sur le franco-belge. Donc quand on parlait tout à l'heure de l'accessibilité d'un élu, il faut taper à la porte des élus. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas non plus attendre alerte sur tous les sujets, parce qu'ils le vivent au quotidien. Et c'est un vrai problème. Donc on est sur cette piste, on a relayé ça au niveau du gouvernement, on a alerté effectivement. Parce que le risque, c'était pas tant, on pourrait se dire, elles reviennent en France, mais en fait, elles risquent de partir au Luxembourg, ou ils risquent de partir au Luxembourg. Donc en fait, dans cette histoire-là, ni nos concitoyens, ni nous, le pays, n'avons quelque chose entre guillemets, à gagner. Donc oui, il y a et je crois que le franco-belge, alors il y a peut-être moins de disparités, où on en entend moins parler. Mais il y a une masse frontalière qui est aussi moins importante. Peut-être moins importante. Mais je sais que par exemple, le sous-préfet, la sous-préfecture avait commencé à s'alerter en disant en fait, on parle beaucoup du franco-luxembourgeois et on va rentrer effectivement un peu plus dans ces groupes de travail franco-belges. Mais effectivement, il y a des spécificités. Et puis après, on disait oui, nous, ça nous intéresse moins dans l'absolu. Il y a le franco-suisse, mais on a aussi le franco-allemand sur cette région Grand Est. Avec peut-être, je crois, pour moi je pense que c'est un peu différent parce que j'ai le sentiment qu'ils sont plus, c'est plus culturel en fait, les échanges entre l'Allemagne et la France. Les problèmes ont l'air de plus se régler. Moi je vois sur la santé par exemple, où on sent que la dynamique est plus en place, il y a des coopérations, il y a des choses concrètes qui se mettent en place de part et d'autre de la frontière pour que les citoyens puissent se soigner selon les filières, etc. Donc je pense qu'il y a une avance de plus, puis une culture en fait, de l'échange franco-allemand qui est un peu différente. Justement, on parle toujours en France du couple franco-allemand. Est-ce qu'il ne faudrait pas un couple franco-belge, un couple franco-luxembourgeois? Je reprends sur le sujet de la santé. En fait, on voit qu'en Allemagne, il y a aussi une coopération sur le système hospitalier. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en Allemagne, ils ont les mêmes problématiques. C'est que la population en âge de travailler en Allemagne dans le secteur médical va aussi vieillir. Donc, de toute façon, s'il n'y a pas un renforcement des coopérations sur le franco-allemand, ce qui a été fait risque de péricliter. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas avoir toujours une réflexion globale au niveau de la frontière du Grand Est de certainement ton rôle, comment on envisage la santé sur le territoire? Mais je trouve que c'est compliqué. Alors, il faut se poser la question de manière globale, mais la réponse globale est compliquée. Parce qu'on n'a pas, les relations ne sont pas les mêmes entre le franco-allemand, entre le dialogue entre le franco-luxembourgeois. Et si on prend la santé, on peut prendre les trois. Si on prend le franco-belge, on a le ZOAST. Donc il y a quelque chose qui est fait. C'est intra-hospitalière, la ZOAST. Pour ceux qui nous écoutent, la ZOAST, c'est permettre en fait aux hôpitaux français, luxembourgeois, belges, les patients peuvent aller se faire soigner, qu'ils soient français ou belges, se faire soigner en France ou en Belgique dans ces hôpitaux sans reste à charge. Voilà. Moi, j'étais à l'hôpital à Mont-Saint-Martin quand ça s'est mis en place. Donc, on avait dit pas de reste à charge parce que le système belge est complètement différent. C'est un système de médecins libéraux. Oui. Nous, on est sur un système de médecins salariés. Il y avait beaucoup plus de choses privées qui étaient payées. Donc voilà, tout ça, ça a été réglé. Ça, c'est la ZOAST franco-belge. Par contre, on ne parle pas de soins de proximité ou libéraux, des soins de ville. Ça, on est toujours sous l'avance de frais. On est sur le volet hospitalier. Le franco-allemand, on l'a dit, il y a quand même pas mal de choses. Il y a ce qu'on appelle Mozart, des dispositifs qui sont mis en place, etc. Et ça travaille toujours de manière assez importante. Parce que je pense que c'est assez fluide. Et en franco-luxembourgeois, moi j'ai plein d'idées, mais on a beaucoup plus
de difficulté à faire avancer les sujets. Parce qu'en fait, il faut être 2 pour faire avancer les sujets et c'est pas simple. Très sincèrement, c'est pas simple. Alors justement, par rapport, pour revenir un peu à la question sur le secteur hospitalier, sur le franco-belge, on le voit sur le territoire, donc du coup, en toute transparence, il y a quand même un petit exode du personnel hospitalier vers ces territoires. Il y a une solution qui a été mise en place, proposée, c'est la prime justement sur le territoire. Est-ce que tu pourrais juste un peu plus nous expliquer comment on peut réussir aussi à rendre ce territoire attractif par rapport à la concurrence des voisins qui va forcément se faire sur des salaires qui seront plus élevés, éventuellement donc avec ce système de primes, de conditions de travail, de suivi. C'est une prime effectivement qui est destinée aux fonctionnaires français du coup. On a des problèmes le départ de ce questionnement-là, c'est on a des difficultés à être attractifs pour beaucoup de ressources humaines, notamment on voit la police par exemple. Oui. La santé, les métiers de la santé, les fonctionnaires de la fonction publique, mais de la fonction hospitalière, et puis les personnels de la fonction publique. Et du coup, il y a un système de primes qui existe pour certains territoires, dont nous n'avons pas, on n'y a pas accès en fait, et on n'arrête pas. Moi, ça fait 2 ans qu'on dépose cet amendement en demandant à ce que cette prime aux fonctionnaires puisse toucher nos territoires et du coup, être attractif et renforcer l'attractivité. Et puis, que nos services publics puissent être aujourd'hui plus armés qu'ils le sont, parce qu'on a toujours des besoins de personnel. Et en fait, pour le moment, c'est un des dossiers qui n'avance pas pour le moment, qui est soulevé, qui est remonté. Mais moi, je pense qu'il faut continuer. La politique, c'est quand même un temps long. C'est pas comme dans la vie, l'entreprise privée. On se lève le matin avec une super idée. Le soir, elle n'est pas spécialement. Il faut convaincre, il faut tomber sur les bonnes personnes, il faut tomber sur un cabinet qui comprend, qui dit oui, ça paraît, il faut passer le cap de Bercy, c'est pas toujours évident. Donc des fois, on réussit, et puis des fois, ça prend du temps, et ce sujet-là, on n'a pas réussi à le faire émerger. On a réussi à le faire émerger, mais on n'a pas réussi en tout cas à le concrétiser, mais avec mes collaborateurs, on lâche pas l'affaire et on va retravailler sur ce sujet-là. Parce que si je ne me trompe pas, il y a quand même une avancée sur le franco-suisse sur ce sujet, proche des frontières. Oui, c'est ça. Oui, ce territoire-là, il a cette prime, il a accès à cette prime. Alors, on a eu des réponses en disant que la réponse n'était pas très structurée, donc on ne pouvait pas la généraliser. Ce qu'on a réussi à faire pour, par exemple, le coefficient géographique des hôpitaux, et c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, le coefficient géographique des hôpitaux. Pour les personnes, si je peux on va essayer d'expliquer. C'est un tout petit peu technique, mais on va essayer de le vulgariser. En fait, quand on se fait opérer, par exemple, d'une appendicectomie, la sécurité sociale paye à l'hôpital un tarif. C'est pas du tout ça, mais on va dire 100 € ou 1 000 €. Tous les hôpitaux de France, quand ils réalisent leur appendicectomie, quel que soit le patient, ils payent 1 000 €. Sauf sur quelques territoires, notamment la Corse, par exemple, qui est insulaire, les Drômes et l'Île-de-France, parce que ces territoires-là ont des particularités qui font qu'il faut payer un peu plus les gens en Île-de-France, parce que les prix des loyers, le coût de la vie est plus élevé. La Corse, on comprend bien que le fait de l'insularité, le transport, tout ça coûte plus cher. Donc il y a des coefficients appliqués à ces territoires qui ne sont pas les mêmes. Il y en a, c'est 9%, l'autre c'est 13%, en fonction de calcul. Et le coût de l'appendicite devient 130 € par exemple. Donc les coûts sur ces 3 territoires sont différents. Et on s'était dit, quand on se posait la question, quand on est issu d'un territoire frontalier, comment on peut faire avancer les choses? Nous, on se dit, mais nous aussi, sur notre territoire, c'est plus compliqué. Nous aussi, on doit payer, on devrait être plus attractif. Et pour être attractif, il faut peut-être augmenter les salaires. Nous aussi, on a des difficultés, donc nos hôpitaux, on a aussi besoin. On n'est pas presque dans la même situation que l'Île-de-France. Franchement, nous, notre Paris, c'est le Luxembourg, en fait. Clairement, quand on voit le coût d'une consultation médicale entre Luxembourg et la 57 France... 57 € au Luxembourg et 26 € en France. Et même sur l'attractivité, à la fois des salaires, mais aussi nos coûts de loyer. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation que la périphérie de Paris. Et ça faisait plusieurs années quand même. On mettait un amendement dans ce coefficient géographique. On se disait, coefficient géographique, il doit prendre en compte les zones frontalières. Et puis 2 années de suite, c'est dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS.
Donc les 2 fois où on l'a déposé, en fait, ça a été, on a eu un avis négatif de la Commission et du gouvernement, donc ça n'a pas été voté. Et puis sur ce dernier PLFSS, il passe la première, on est en séance. La Commission dit avis de sagesse, le gouvernement dit oui, favorable. Donc tout le monde lève la main, on passe et on le vote. Mais on se dit, il faut que ça passe, il faut que ça aille à l'Assemblée, voilà, ça ne va pas passer. Et à chaque fois, on regardait les étapes. Et en fait, ce coefficient géographique lié à la zone frontalière restait dans le texte jusqu'à la fin. Et il est aujourd'hui inscrit dans la loi. C'est une très bonne nouvelle. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, pour faire comprendre aux auditeurs, aux spectateurs, je sais pas comment on dit, les deux, téléspectateurs, qui regardent, une fois que c'est inscrit dans la loi, il y a encore tout un travail d'application qui est absolument pas évident. Et il y a plein de choses inscrites dans la loi qui ne sont pas appliquées, hein. Il faut quand même le savoir. Mais par contre, on a quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle la DREES, qui est en train de travailler sur l'impact pour mesurer quelles zones frontalières, parce qu'en fait, c'est pas écrit franco-luxembourgeois, c'est bien écrit les zones frontalières. Quelles zones frontalières pourraient être, entre guillemets, plus spécifiquement intéressées par ce coefficient géographique et pour quelles raisons, et à quel taux. Donc voilà, ce travail-là est en cours. Donc on va continuer à suivre et à garder le petit bout de la ficelle et à ne rien lâcher. Et peut-être qu'à terme, en tout cas moi je l'espère très fort, que nos hôpitaux aient aussi un coefficient géographique, qu'ils aient un peu plus de financement du coût de la Sécu, ce qui permettrait peut-être d'augmenter un peu les salaires, de rénover, d'être plus moderne dans les équipements, et d'être plus attractif avec cette concurrence que l'on a côté luxembourgeois en tout cas. De notre pays voisin. Alors, j'en profite juste pour faire un rappel aux personnes qui nous regardent. On en a déjà parlé tous les deux. Ça reste la carte européenne d'assurance maladie. Parce que même s'il y a les OAST qui a la possibilité de se soigner partout en Europe, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on a un accident grave et qu'il faut une hospitalisation d'urgence, si on n'a pas la carte européenne d'assurance maladie, on est dans l'obligation d'avancer les frais en entier. Donc c'est des dossiers qui sont parfois tragiques, c'est plusieurs milliers d'euros qu'il faut ensuite demander le remboursement à la Sécu française. Donc vous allez sur votre espace amélie.fr, vous la commandez, vous la recevez directement chez vous sous 15 jours. Vous avez une version numérique qui n'est valable qu'en Belgique et en Suisse, mais toujours l'avoir dans votre portefeuille. Et pour vos enfants, parce que je dis toujours, vous allez dans un parc d'attractions de l'autre côté de la frontière, si votre enfant se blesse, c'est pas parce que papa et maman ont la carte européenne d'assurance maladie que c'est valable. Donc c'est un rappel qui est très important. Très important, effectivement. Maintenant, je vais revenir un peu plus donc, sur le territoire frontalier. Alors, je vais être un peu caricatural, mais si je résume, on a des problèmes de transport parce qu'il y a beaucoup de gens sur les routes. On a des problèmes parfois à trouver aussi les candidats parce qu'on a les mêmes métiers en tension. Donc, dans le cadre de RES Grande Région, il y a une étude qui a été faite avec nos partenaires belges, allemands, luxembourgeois et français. On s'est rendu compte qu'on a les mêmes métiers en tension, santé, IT, BTP. Et enfin, il y a toute cette question législative, forcément. Donc, on a du mal à trouver un logement, on a du mal à trouver les informations et on a beaucoup de concurrence sur le territoire. Donc, ma question est peut-être très basique. Mais est-ce que selon toi, les frontaliers sont peut-être suffisamment entendus au niveau national, au niveau des problèmes? Et est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui doivent être amenées, renforcées? Au niveau de RES, on a lancé des nouveaux projets, notamment d'attractivité du territoire, en parlant des entreprises de manière égale qui recrutent aussi bien au Luxembourg, mais également sur le territoire lorrain, pour dire qu'il y a aussi des projets professionnels qui peuvent se faire sur le territoire français. Donc finalement, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être renforcées, amplifiées pour aider les citoyens à vivre mieux leur mobilité ou à en revenir s'ils le souhaitent? Je ne sais pas si ça doit partir du niveau national, en fait. Je pense que notre rôle de parlementaire ou d'élu, c'est vraiment de faire remonter les sujets, mais il faut qu'en local... Alors, on revient à cette conférence qui, moi, je pense qu'elle peut avoir un rôle majeur, sauf qu'on est en franco-français. C'est un peu ça le sujet. Donc, on fait émerger des choses, mais après, en fait, on part tout seul. Et puis ensuite, quand on est au bout de notre réflexion, on va interpeller nos amis luxembourgeois, qui vont être d'accord ou pas d'accord. Je pense que ce serait quand même plus simple de travailler dès le départ ensemble. Ça éviterait déjà des temps sur certains sujets, peut-être de mieux se comprendre, dans la discussion générale avec les services, les élus, etc. Donc, je pense que peut-être qu'il faudrait quelque chose de transfrontalier. Et après, moi, je pense qu'il faudrait un schéma aujourd'hui global d'aménagement transfrontalier.
Parce qu'on a des problèmes de mobilité éminemment importantes. Je ne suis pas sûre qu'on résolve ça du jour au lendemain. On améliore, on l'a dit, le park and ride, les trains, les doubles voies, enfin, l'allongement des quais, le rythme, le cadencement qui augmente, etc. Tout ça, bien sûr qu'on améliore. Mais tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le nombre de frontaliers augmente toujours et en fait, on apprend qu'on cavale derrière. Voilà. Donc, on aura quand même toujours des mobilités différentes. On a le logement, on en a parlé, c'est crucial, le logement. En fait, le Luxembourg a besoin de travailleurs. Nos concitoyens ont besoin de travailler. Donc, on peut dire que de ce côté-là, c'est du gagnant-gagnant. Après, il faut les loger, il faut leur apporter les services. Donc, l'école, le périscolaire. Ouais. Le périscolaire, ça démarre tôt le matin quand on va au Luxembourg, peut-être plus tôt que si à Paris, le travail, il démarre pas. Les gens, ils partent pas à 7h30 de la maison. On voit bien que ça démarre un peu plus tard. Donc ça démarre tôt. Ils rentrent tard parce qu'il y a 1h30 de trajet. Donc le périscolaire, qui pourrait être un périscolaire habituel de 7h30, 18h, il est insuffisant sur nos territoires. Il faut allonger le matin, il faut allonger le soir. C'est quand même à la fois du surcoût, mais c'est aussi une tranquillité pour les Français qui veulent aller travailler de l'autre côté. Et puis c'est une sérénité pour l'employeur luxembourgeois qui a entre guillemets, son travailleur qui, lui, a ses enfants gardés. Et puis on a le soin. Il y a plein de services à rendre. Et puis aussi, ils ont un niveau de vie, il faut quand même le dire. Il y a quand même des salaires corrects qui permettent, ils cherchent aussi des services de qualité, services publics. Donc tout ça devrait être, à mon sens, travailler sur un schéma global d'aménagement du territoire pour dire, on parlait des soins aussi. Moi, je rêve et j'appelle à un institut de soins transfrontaliers, par exemple. Voilà, on expliquera les raisons. Et tout ça, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, on y va one shot et on essaye de débattre avec eux pour savoir l'intérêt, qu'est-ce qu'ils pourraient y gagner, nous aussi, etc. Et je trouve que les choses n'avancent pas assez. Donc peut-être qu'il faut quelque chose, un vrai territoire transfrontalier avec une vraie structuration commune. Et puis nous, on a un éclatement de structures et politiques côté français qui nous dessert. On a les intercommunalités, on a le département dans la région, on a le pôle métropolitain frontalier qui aujourd'hui, effectivement, rassemble en fait, un peu ce que tu disais, ça part de la frontière belge, on part de Longuillon, on va jusqu'à Bouzonville, enfin voilà. Mais on est en franco-français. Et voilà, on perçoit la problématique du voisin. Donc de l'autre côté, c'est un petit peu... Alors nous, on sait ce dont on a besoin, on connaît éminemment bien le territoire. Je pense que tous les élus le connaissent bien et tous les élus sont capables de défendre et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et on a, moi, je trouve un manque d'articulation et un manque de clarification qui permettrait d'être plus efficace. Parce que concrètement, nous, on le voit aujourd'hui au niveau de notre structure, toutes ces problématiques... Alors, ça peut servir aussi au territoire français, bien entendu, commence à se poser la question de l'intérêt du travail frontalier d'un point de vue financier, concrètement par rapport aux conditions de transport, parce que forcément, si on est sur un salaire non qualifié, alors c'est sûr que si je suis un informaticien dans l'IT, que je veux rentrer du Luxembourg, pas de problème. La question ne se pose pas. Par contre, si je suis caissière dans un supermarché, que je suis femme célibataire avec 2 enfants, que je recherche au périscolaire, finalement, entre le coût de l'essence, l'usure de la voiture, la garde des enfants, la fatigue, la raison pour laquelle j'en suis revenu personnellement, fait que ça devient compliqué. Donc, est-ce qu'on a pris... alors, moi, je reste sur une de mes anciennes formatrices. La fatigue et la charge mentale. Moi, je pense à la maman seule. Quand elle doit quitter c'est 40 heures quand on laisse son enfant, si on n'a pas de famille, tout ce temps, déjà, il faut trouver la structure. Des fois, c'est des relais de la crèche ou du périscolaire avec une nounou qui récupère derrière. Il y a aussi un volet financier, effectivement, de garde, qui n'est pas du tout le même pour les familles que s'ils travaillaient. Je parlais à la médecin, justement. Moi, quand je travaillais au Luxembourg, j'ai découvert le stress du transport. Je suis devenu fumeur en travaillant au Luxembourg. J'ai arrêté de travailler au Luxembourg, j'ai arrêté de fumer. Non, bravo. Voilà. Ça va, c'est très bien. Mais pour le coup... moi, je reste sur ça. Ce que me disaient les Luxembourgeois quand je travaillais au Grand-Duché personnellement dans mon ancienne vie, c'est que finalement, ça n'a pas été suffisamment anticipé, mais de part et d'autre des frontières. C'est-à-dire que c'était vu un peu comme un épiphénomène, on ne pensait pas que ça grossirait. On est passé de 10, 20, 40, 80, aujourd'hui 120 000. On parle peut-être de 150 000 d'ici 2030. Donc, est-ce qu'il faut un meilleur avenir pour la coopération franco-luxembourgeoise notamment? Est-ce que ça vient avec cette idée donc
de compétences, de territorialité, de laboratoires européens. Est-ce que ça doit passer par l'Europe éventuellement? Moi, je pense qu'il faut, oui, enfin, la première question, oui, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes si on reste dans cette configuration-là. Enfin, je pense qu'on n'y arrivera pas. C'était peut-être bien il y a 10 ans ou 15 ans, parce qu'effectivement, le nombre de travailleurs frontaliers était moins important. Aujourd'hui, il y a un fait quand même. Ça nous impacte, la vie quotidienne des gens, tous les jours est impactée par ça. Et puis en fait, leur vie, c'est d'aller travailler au Luxembourg. Enfin, on n'a pas de quoi aujourd'hui, déjà s'ils habitent souvent à la frontière, on reparle du logement, c'est parce qu'ils travaillent au Luxembourg. Aujourd'hui, notre attractivité, c'est peut-être là, la question était assez pertinente tout à l'heure, notre attractivité aujourd'hui, la plus grande partie de notre attractivité, c'est le Luxembourg. Donc les gens viennent et résident chez nous pour aller travailler au Luxembourg. Donc ça, il faudra peut-être aussi se mettre en situation de réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas, nous, un autre moyen? Alors la prime des fonctionnaires peut être un petit plus, mais est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on peut développer chez nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant sur notre territoire? Quelles sont nos forces pour justement regarder nos emplois en France? Il y a plusieurs choses, hein. On a un problème de stress, de santé mentale, voilà, on a quand même 35 heures, Luxembourg c'est 40 heures, le stress du trajet, c'est quelque chose sur lequel on voit aujourd'hui des infirmiers et des infirmières revenir en France. Tout à fait. Donc par contre, il faut peut-être effectivement qu'on ait conscience de nos forces. Est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu inférieur et qu'on se dit, est-ce que le Luxembourg, c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'on n'est pas un peu en situation, oui, un petit peu d'infériorité, en se disant, bah non, mais encore qu'à côté, enfin voilà. Et qu'on a tout misé là-dessus à un moment donné pour résoudre les problèmes. Est-ce que notre énergie, elle n'est pas constamment en train de résoudre les problèmes qui existent? Et est-ce qu'on prend assez de recul peut-être pour se dire, est-ce qu'on peut peut-être pas un jour changer de cap ou, la question ouverte, hein, je n'ai pas vraiment de réponse, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là qu'on pourrait faire émerger. Oui. Pour avoir ma meilleure amie Laura, que je salue, qui travaille dans le secteur hospitalier, elle me disait, et je le vois aussi au niveau de notre public, il y a peut-être aussi une question d'éducation du public vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que le travail de l'autre côté de la frontière. Alors moi j'invite les usagers, à ceux qui ne l'ont pas fait, de prendre un salaire luxembourgeois et belge et en fait de calculer le taux horaire en tenant compte du temps de trajet. Et en fait je me suis rendu compte moi à l'époque que tenant compte de mon salaire luxembourgeois qui était plus important par un poste équivalent en France, mais si j'additionnais mes 30 heures de transport par semaine, 40 plus 30 j'étais à 70 heures et finalement j'étais à moins de 9 € de l'heure. Et donc nous ce qu'on essaye aussi d'expliquer à notre public aujourd'hui, c'est que il y a des entreprises françaises qui ont compris aussi que ça se joue par le salaire. Ça se joue aussi par l'équilibre vie privée, vie perso avec le télétravail qui est beaucoup plus simplifié. Et également, moi je dis toujours, si vous prenez un travail à 35 heures en France, rien ne vous empêche de compléter par une micro-entreprise. Donc dans le territoire, il y a beaucoup aussi de pépinières d'entreprises qui se créent pour inciter les gens à créer leur propre business en complément d'une activité au Luxembourg ou tout simplement en complément d'une activité professionnelle en France. Mais je reste en fait sur cette question, c'est finalement est-ce qu'on ne doit pas avoir une communication un peu plus, je ne vais pas dire agressive, mais un peu plus cocorico pour regarder ce qu'on sait faire. Oui, mais après il faut aider les gens, parce que quand on parle de micro-entreprise, je vois tout de suite la réaction. Enfin, certains vont peut-être assez, puis d'autres vont dire tout est compliqué, en France les structures, alors donc il faut effectivement qu'on leur simplifie la vie, il faut qu'on les accompagne, mais déjà Frontalier Grand Est là-dessus, il y a déjà cette structure qui accompagne, et peut-être oui qu'il faut accompagner nos concitoyens, pour ceux qui veulent rester, peut-être à leur simplifier la vie, à leur permettre de se réaliser sur ce territoire. Et puis il y a un autre sujet qui est plus sociétal. On vit sur un territoire et si on regarde par exemple les EHPAD ou les hôpitaux, on n'arrive plus aujourd'hui à avoir du personnel en suffisance pour soigner nos parents, nos frères, nos sœurs, nos aînés. Qui sont souvent des anciens frontaliers en plus. Qui sont souvent des anciens frontaliers et puis qui sont, ça peut être nos parents, nos grands-parents et leurs enfants et leurs petits-enfants. En fait, vont travailler dans un autre pays. Alors, c'est pas du tout discriminant ce que je dis, parce qu'on comprend le salaire, mais là, je parle des réflexions globales et de la politique locale. Oui, effectivement, il y a peut-être aussi de ce côté-là une vraie réflexion, on se met un peu au-dessus, une réflexion sociétale, en fait. Le territoire en se disant, qu'est-ce qu'on va... on ne peut pas continuer comme ça.
En tout cas, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à aller également sur le site EURES Grande Région, parce que dans le cadre des activités EURES, on va valoriser les entreprises qui ont des projets de recrutement. On en a eu en Meurthe-et-Moselle. Je pense à une des premières que j'ai fait qui était à Adista, près de Nancy, donc une entreprise en IT qui avait des projets de recrutement, de développement, et c'est quelque chose qu'on va amplifier dans les années à venir. Et donc il y a des entreprises qui ont des projets aussi sur le territoire, et c'est ça qu'il faut... Et il y a des entreprises qui ont éminemment bien compris ça, et on en a visité pas loin de Longwy, vraiment, des entreprises qui disent nous, on n'a pas eu de souci de recrutement, parce qu'on a changé de management, parce qu'on est passé à la journée des 4 jours, parce qu'il y a une forme de famille, enfin, il y a un côté familial dans l'entreprise, les gens pouvaient un petit peu être mobiles dans les postes. Notion de sens, de développer, participer à une aventure. Oui, c'est ça. Il y avait un sens au travail, il y avait une facilité, enfin, c'était facilité, et puis il y avait une fluidité, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une simplification et un salaire attractif. Ils ont bien compris qu'il fallait aussi monter le salaire. Donc c'est qualité de vie au travail, vraiment. Et puis les entreprises ont compris que de ce côté-là, il fallait, celles qui ont compris ça, qui ont boosté les salaires, augmenté les salaires. Nous, ils nous ont dit, on a eu pas mal de demandes, des jeunes qui sont venus, etc. C'était quelque chose d'assez temporaire, mais en tout cas, ils n'ont pas eu de problème de recrutement. Donc c'est quand même quelque chose de positif, où on se dit que oui, on peut y arriver. Après, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et effectivement, le public et le politique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'un territoire. Il y a bien évidemment ce qui crée la richesse sur un territoire, ce sont ces entreprises. Les collectivités sont là pour créer un environnement favorable, pour que l'entreprise s'implante. Et c'est quand même l'entreprise qui, elle, si elle veut pouvoir recruter et développer son business ou ses services, elle doit pouvoir être attractive. Et il y a quand même en France des moyens de l'être. Et quand les entreprises ont compris, on voit que ça fonctionne quand même. Donc il y a peut-être, oui, plus de messages à passer en fait, dans ce sens-là, quoi. J'en profite pour faire ma propre pub. Au mois de décembre, avec le réseau Europe Entreprise Network, on organise pour les entreprises françaises, en fait, qui sont parfois des petites TPE, PME, et qui ont pour objectif, en fait, de prendre des parts de marché en Belgique ou au Luxembourg. Et là, en fait, on va les accompagner sur le détachement, les déclarations douanières, les déclarations de services. Et c'est, à mon sens, c'est mon avis personnel, le genre de service qu'il faut amplifier. En fait, c'était Édouard Jacques, notre ancien président Frontalier Grand Est à ton époque, qui disait être des facilitateurs de complexité. Exactement. Entre nous, quel conseil tu donnerais aux frontaliers pour mieux se faire entendre aujourd'hui? Est-ce que c'est toquer à la porte de son sénateur, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est par d'autres biais Moi, j'ai rencontré, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, une association des frontaliers. Je pense qu'il faut rejoindre des associations qui sont bien organisées, structurées. Donc on a les associations de frontaliers, on a Frontalier Grand Est, qui est un site, c'est pas parce que tu es là, mais voilà, pertinent, avec des réponses justes. Enfin, moi, des fois, j'ai des interpellations, je les renvoie chez toi. Moi, je ne peux pas répondre à tout. C'est pas la peine qu'on aille interpeller le ministre pour un problème juridique auquel le Frontalier Grand Est est éminemment compétent pour répondre, quasiment à toutes les questions. Donc, je crois que c'est plutôt cette mise en réseau, Maison des frontaliers, c'est aussi une réponse, voilà, une espèce d'affichage. Elle peut être physique, dans un deuxième temps, elle peut être aussi virtuelle, par les réseaux sociaux, où on peut avoir effectivement à la fois des associations, à la fois Frontalier Grand Est, et puis multiples structures, et puis bien sûr que les parlementaires, les élus sont là pour relayer les choses. Mais moi, j'aime bien être en relation, j'ai reçu l'OGBL, Villeruy-Audin il n'y a pas longtemps, qui m'a fait remonter d'ailleurs, qui disait qu'il était très intéressé par les questions de santé, parce que peu acculturé en fait à ça. Donc on a fait un long échange et on s'est donné rendez-vous plus tard. J'ai rencontré l'association effectivement des frontaliers sur Thionville qui également m'a fait part de leurs difficultés, des sujets. Je pense que c'est en se mettant en réseau qu'on y arrive. Donc il faut que les frontaliers sortent aussi, ne restent pas enfermés dans leurs difficultés, mais aillent taper aux portes des uns et des autres. Et peut-être qu'il faut effectivement mettre plus de liens et plus de réseaux entre nous. Et puis moi, je reste sur un sujet qui est très important pour les usagers. Je le dis toujours, c'est vous informer. Alors parce qu'en fait, finalement, les dossiers les plus complexes,
c'est les gens qui ne vont pas chercher à se renseigner ou qui vont se renseigner trop tard. Donc c'est pour ça que nous, on a lancé un peu ce que j'appelle la stratégie du choc mental, c'est-à-dire qu'on va essayer de choper les usagers sur des problématiques pour les rassurer. Je reste sur la question de la carrière. J'arrête pas de dire que le frontalier, on peut l'envisager à court, moyen ou long terme, parce que dès qu'on a fait 1 an dans un pays de l'Union européenne, on peut avoir une retraite. Si on a fait moins d'1 an au Luxembourg, c'est la France qui reprend les cotisations. Donc on n'a aucun souci finalement à se dire je vais peut-être faire 1 ou 2 ans au Luxembourg en milieu ou en fin de carrière. Par contre, je peux revenir en France. Donc c'était aussi un mot qui est très important, c'est informer, rassurer. Et c'est un peu mon mot du moment. Moi, je mettrais accompagner derrière. Oui. Parce que informer, oui. Rassurer aussi, parce que rien n'est insurmontable. Mais je crois que il faut accompagner. C'est pas toujours simple les démarches. On voit déjà les démarches, y compris côté français, avec les sites, les machins, les demandes, les réponses. Voilà. Donc je pense que le fait d'accompagner, vous êtes aussi une structure d'accompagnement. Voilà. Ouais. Donc il faut, les gens ont besoin d'être aussi accompagnés. Et peut-être sur le réseautage, dire que moi, les quelques sujets où il y a eu le télétravail, on a eu la convention, on a eu le franco-belge, mes équipes se sont rapprochées de tes équipes. Tout à fait, oui. Mais oui, on échange régulièrement. Bien sûr, on échange régulièrement. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi l'efficacité du travail. Moi, toute seule, c'est pas parce que quelqu'un, une fois, va taper à ma porte que j'arrive à globaliser ou à prendre en compte l'ensemble du sujet. Mais par exemple, en étant en relation avec toi ou en te demandant, il faut aussi savoir que, sur le volet juridique, tu as plus de compétences que nos équipes peuvent en avoir. Mais en tout cas, nos équipes sont là pour aller chercher la compétence et la matière de ton côté et puis la remonter de manière juste au niveau du gouvernement. C'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc moi, je pense que le lien, c'est important. Nous, en tout cas, moi, c'est un peu le rôle que je me suis donné. Je ne peux pas appréhender toute seule tous les sujets. Je suis médecin, je ne suis pas avocat, juriste. Et puis il faut vouloir être juriste. On arrive un peu sur la clôture de notre échange. Donc déjà, merci beaucoup pour ces éléments qui sont très concrets. Alors j'ai une question que j'ai posée à ton assistant quand je suis arrivé ici. Alors c'est peut-être très bête, mais est-ce qu'on est toujours émerveillé lorsqu'on est au Sénat depuis 2017, qu'on rentre ici dans cette salle qui est magnifique Ouais, on est toujours conscient de la chance qu'on a d'être ici. Et ça, c'est important. Mais, comment dire, moi, j'en ai jamais perdu mes valeurs de base, en fait. Voilà. Quand je suis ici et que je rentre chez moi et que je vais aller boire un coup dans le café du coin, je suis celle qui boit un coup dans le café du coin sans aucune difficulté. C'est-à-dire que j'ai pas pris... je me sens pas sénatrice intouchable, comme on pourrait l'imaginer. Et quelquefois, on me dit... il y a des gens qui disent « Ah oui, mais t'as mangé chez la sénatrice ?» Non, ils n'ont pas mangé chez la sénatrice. Ils ont mangé chez Véro, je sais pas. Voilà. Donc oui, c'est une chance inouïe d'être ici. Mais je te l'ai dit au début, en fait, moi, j'ai toujours trouvé un aspect bienveillant. Vraiment, c'est pas un mot. C'est un aspect bienveillant. Par exemple, la violence, moi, de l'Assemblée nationale m'effraie. Et ici, on a beau discuter avec... Alors, on a quelques personnes un peu plus d'extrême que les autres, mais on a des communistes, on a des socialistes, on a des républicains, on a des gens du centre comme moi, voilà. Et en fait, c'est tellement... c'est courtois, c'est respectueux, on échange des idées, mais il n'y a pas d'affrontement violent. On peut être complètement en désaccord, mais ceci dit, voilà. Et ça se sent qu'on est ici, ça se sent. Je trouve que ça se sent. Ouais. Et faire de la politique comme ça, c'est vraiment très bien, et c'est comme ça que ça devrait se faire partout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es plus fière que depuis que tu es sénatrice, quelque chose que tu as pu porter, ou une réussite même dans ta carrière, à titre d'élu à la région Grand Est, où tu te dis, je me suis battu, je l'ai obtenu et j'en suis fier. C'était un combat long. Ouais, mais... Il y a quelques sujets. Alors, je suis très fière à la région Grand Est d'avoir mis en place un plan santé où on a pu aider les maisons de santé pluriprofessionnelles, où on a un plan où on est attractif pour aider les installations professionnelles, etc. Et ce plan-là est salué par tout le monde. Et ça, c'est vraiment une fierté. Donc, je salue les équipes qui m'ont entourée, les élus qui m'ont toujours soutenue, etc. Et puis au Sénat, très dernièrement, par exemple, on a réussi avec mon collègue Jean-François Husson à intégrer un amendement. Donc il y avait l'amendement des coefficients géographiques des hôpitaux, ça c'est vraiment très bien, mais il faut continuer à le pousser, on n'en a pas encore les retombées concrètes.
Par contre, on a posé un amendement sur les zones FRR de revitalisation rurale, où on a réussi à récupérer Longuillon qui n'arrivait plus à recruter de médecins, etc., parce qu'ils sont à côté de la Meuse, dont le département a des défiscalisations importantes, pratiquement sur 5 à 8 ans si on s'y installe. Ils sont à côté de la Belgique et du Luxembourg. Ils ont une super maison de santé. Je salue mes confrères qui y travaillent et le maire de Longuillon. Et en fait, ils n'avaient pas cette capacité à défiscaliser, enfin, ces avantages. Et du coup, les installations étaient plus complexes. C'est inscrit dans la loi, c'est appliqué. Et la plus belle réussite qu'on a eue, c'est que le maire dit aujourd'hui, ça tape à la porte, on a des médecins qui arrivent, etc. Et voilà, ça, c'est une vraie fierté. Et puis après, il y a plein de petites fiertés. Hein. Je veux dire, il y a plein de projets, moi, que j'ai dans la tête. Cet institut de soins transfrontaliers que je pousse, l'histoire des coefficients pour que les médecins, en fait, puissent, selon qu'ils aient un frontalier ou pas, coter différemment, enfin une espèce de spécificité pour que sur notre territoire, on puisse attirer des professionnels de santé. Parce que tu l'as dit, s'il n'y en a plus sur notre territoire, comme le Luxembourg, de toute façon, aura aussi, comme nous, une difficulté de recrutement des médecins. Je pense que tout le territoire va être impacté. Donc voilà, il y a plein de sujets en fait, sur lesquels on travaille et qui sont enthousiasmants, un peu difficiles, mais enthousiasmants. J'ai retenu la maison des frontières. Et la maison des frontaliers, qui pourrait être aussi sur ces territoires qu'on connaît bien tous les deux, une vraie avancée. Merci beaucoup Véronique. Merci Julien. C'était un plaisir de te retrouver ici. Enfin vraiment, c'était pour moi le plus beau projet qu'on ait mené en termes de vidéo pour l'instant. Peut-être qu'on visera plus haut à l'avenir. Pas de problème. En tout cas, je tiens encore à te remercier pour la collaboration sur les sujets qu'on porte au niveau de Frontalier Grand Est à titre d'ancienne administratrice. On a eu à l'époque 2016-2021 un conseil d'administration qui a très très bien coopéré, malgré en plus des étiquettes politiques qui étaient parfois tout à fait opposées. Donc merci pour cette bienveillance qui a été apportée au niveau de l'équipe et le fait de l'avoir portée durant ces années. Je tiens une nouvelle fois à remercier donc, nos financeurs, à savoir la région Grand Est, qui nous suit depuis 30 ans. On a soufflé nos 30 bougies l'année dernière. La Commission européenne dans le cadre des activités EURES Grande Région. Donc une nouvelle fois, je vous invite à suivre les activités de valorisation des entreprises sur notre territoire. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Petite mention spéciale à Ruben. Je pense qu'il faut le remercier parce qu'il a fait beaucoup le lien avec le Sénat. Merci également à Le Fleuve qui réalise cette vidéo. On est très content de travailler avec eux sur ces projets entre nous. Donc n'hésitez pas également à mettre en commentaire peut-être les autres sujets qu'on pourrait évoquer. Chômage, retraite, fiscalité. Élysée, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Merci encore une fois, Véronique. Merci Julien et merci à ceux qui nous ont suivis d'ailleurs. Et puis effectivement, moi, si j'avais un vœu, c'est bien évidemment qu'on continue et qu'on renforce notre coopération et notre collaboration entre Frontalier Grand Est, je le répète, qui est vraiment une structure importante et n'hésitez pas à les contacter. Et puis mes équipes au Sénat, donc voilà. Et vous savez que si vous voyez Véro au bar du coin à Villerupt, c'est Véro et pas Véronique. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt.